Donc ce qui m'intéressait, c'est de voir à quel point justement, très vite, ces personnages sont livrés à eux-mêmes, donc que ce soit pour les questions alimentaires comme pour les questions de survie de base, sont livrés à eux-mêmes dans ces espèces de dortoirs sous terre. Et donc, il y a cette espèce de contraste entre justement cette vie qui s'organise à l'intérieur, sous la terre, sous le niveau du sol, et cette espèce de monde sans vie qui est au-dessus. Et c'est vrai que en parlant de ces gens qui sont sous la terre, Emmanuel, Eugenio, ceux qui sont intervenus sur les derniers films de la rétrospective Wang Bing l'ont dit, et c'est absolument vrai là-dedans, c'est qu'il y a une figure esthétique qui revient tout le temps dans son cinéma. Ce sont des gens qui justement se terrent, quoi, sont dessous la terre, sont dans des logiques d'abri. Alors, et notamment là, on retrouve ce qu'il y a aussi dans À la folie, le film sur l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire que les gens sont dans leur couverture jusqu'à fusionner avec, et on ne cesse de guetter les micro-mouvements, tantôt là pour compter les morts, parce qu'il s'agit bien de ça, ou pour au contraire repérer des signes de vie résiduels. Et voilà, effectivement, par rapport à un autre contraste qui m'intéresse par rapport à cet espace, c'est que dès le début, effectivement, c'est frappant, parce qu'il y a cet espace, ces deux plages, le haut et le bas, où pendant la majeure partie du film, là, on respecte une espèce de partage de l'espace entre le ciel et bleu le plus souvent avec toutes ses variations, et le bas, le orange également avec toutes ses variations. Et c'est une espèce de beauté vierge, brute, inviolée, sauvage, et qui contraste évidemment avec le fait que c'est absolument pas un lieu paradisiaque, c'est tout le contraire, c'est l'enfer sur terre. Et il ne s'agit pas de profiter de ce lieu, enfin de tout ce lieu, parce que le ciel n'est pratiquement pas exploré, on est toujours la plupart du temps sous la ligne de horizon, et on est, même si on voit comme ça à échelle minimaliste de plates-bandes de couleurs, on est toujours sous la terre. Voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une humanité qui est sous la terre. Voilà, il y a régulièrement pendant le film... Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il y a régulièrement dans le film ces charrettes qui emportent les corps, et voilà, Wang Bing fait tenir ses plans longtemps, comme une espèce de pudeur, d'hommage à la mort. Là, on voit que, dans un film où on voit que la condition du deuil, des funérailles sont pour le moins problématiques, et jusqu'à un moment où, voilà, les corps disparaissent, alors on ne sait pas où, et effectivement, la question de la disparition, du manque, de la non-visibilité, et là, pendant tout le film, c'est évidemment ce désert qui incarne comme motif l'oubli de l'histoire, l'endroit qui n'a jamais eu d'image. C'est évidemment, ben voilà, c'est le fait que, par exemple, ben voilà, il y a ce lieu intérieur, cette grotte où il y a très peu de lumière, on a la pénombre, et on a l'impression que finalement ces corps se cachent sous leur couverture, que c'est un peu leur dernier abri. Il s'agit de s'économiser, hein, d'attendre la mort, d'essayer de la retarder. Hein. On dort non pas pour faire une pause, pour se ressourcer, pour aller travailler le lendemain, non, parce qu'on n'a même plus la vie nécessaire pour travailler. Non, mais notre jeu à deux n'est pas... Enfin, c'est bon, une preuve. Je vais aménager à la droite pour la sur l'idée quand tu parlais du désert comme un territoire vierge, enfin dépourvu d'histoire, parce que justement Wang Bing va dans un lieu qui n'est pas le lieu même où l'histoire s'est produite. Je trouvais intéressant aussi le fait que, voilà, peu à peu, au fil
plus le film avance, plus justement les personnages perdent des différentes couches qui créent leur dernière intimité. Savoir que donc au début ils ont cette espèce de travail, ils ont cette histoire qu'ils se racontent, hein, qui tu étais, chacun évoque son passé, son histoire, l'ingénieur qui raconte l'histoire du chariot, et peu à peu justement ils sont cantonnés dans ce dortoir qui est une première peau, sur laquelle se met une peau, disons, de poussière, hein. On voit notamment lorsqu'il creuse le fossé que c'est un travail complètement inutile. Il pousse la terre et puis la terre redescend, enfin la poussière redescend tout de suite. Enfin, il y a constamment cette impression que c'est un travail inutile, tout est recouvert tout de suite. Et la dernière peau, c'est un peu, voilà, comme le disait Thomas, c'est cette couverture dans laquelle à la fois ils dorment, dans laquelle ils vivent, qu'ils réaménagent, et en même temps qui est leur tombeau, quoi. On les enterre là-dedans, et puis à la fin, l'un des derniers plans, la couverture d'un de ces hommes va être revendue, et il est mis comme ça, nu. Donc voilà. Et de la même manière, sur cette idée de couverture de peau, lorsqu'ils sont donc enterrés dans le désert, il y a un personnage qui dit d'ailleurs le désert est rempli de tombes, et en même temps toutes ces tombes n'ont plus de nom, elles n'ont plus aucune identité, on a du mal à retrouver qui se cache derrière cet amas de poussière. Il y a un contraste qui m'intéresse, hein, toujours dans la continuité de ce que tu dis, c'est que à la fois tantôt chez Wang Bing c'est l'agrégat de corps, c'est-à-dire que on est dans un être ensemble résiduel, et voilà, ce dortoir est un mouroir, hein, évidemment, mais je pense que l'idée qui est importante avec la question de la survie chez Wang Bing, et d'ailleurs de la survie en général, c'est qu'à l'endroit du plus grand dénuement, de la plus grande misère, il y a une espèce de chaleur, d'affect, de l'intimité, de solidarité qui apparaît. Et là, on ne cesse de voir ça. C'est-à-dire que je pense que jamais on a vu des films chinois où les gens sont aussi proches d'eux-mêmes. Alors évidemment, si on est très prosaïque et pas du tout poétique comme on l'est, a priori, on se dit, bah oui, c'est normal, ils se parlent à l'oreille quasiment parce qu'ils n'ont plus la force de parler et qu'il faut bien qu'ils s'entendent. Ou alors on se dit, ils parlent tout bas parce que c'est pas un endroit où la parole a lieu de citer, parce que d'ailleurs, s'ils sont là, c'est justement parce qu'ils ont trop parlé. Pourquoi ils ont été considérés comme droitistes et non antidroitistes, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que ils ont osé établir une petite nuance, faire un petit argument qui en était trop pour un régime totalement autoritaire. Voilà. Donc évidemment on peut se dire ça, mais en même temps ça crée des moments de très grande douceur, de très très grand calme, quand il y a ces êtres qui se murmurent très proches, quand il y en a un qui va sur la couverture de l'autre et qui est presque dans la caresse, qu'il y a cet échange de mots, et de la même manière il y a une musicalité de la parole et un rythme et un timbre de la parole, enfin une esthétique, voilà, clairement, de la parole propre au film. C'est que évidemment on est dans une espèce de parole exsangue, c'est-à-dire pratiquement la dernière parole, pratiquement on ne peut plus parler, on a la limite de ne plus pouvoir parler, littéralement on est à bout de souffle, et en même temps là aussi ça crée un rythme du parler, des échanges qui est très douce, qui est faite de souffle, et il y a beaucoup cet échange d'une parole qui est faite de larmes et de souffle, donc du coup, et qui crée une musicalité particulière. Et la confirmation de ça, c'est évidemment ce générique qui est très très beau, parce que c'est un générique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une musique, il y a une musique de fin, il y a une musique de générique, et qui est justement un chant, voilà, qui pourrait être fait par un de ces survivants, qui a sans doute été fait par un acteur du film qui joue un survivant, et alors qui est ce mélange entre un lyrisme fait de larmes, de souffle, d'épuisement. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant avec cette idée de la survie, et je vais en terminer là pour ce petit morceau, je vais te passer la parole, c'est qu'à l'endroit où il y a l'épuisement, il y a toujours il y a une disponibilité affective réelle. Voilà. Oui, je voulais pas te couper, mais
sur cette... tu évoquais un peu la question du temps et je trouve assez belle la scène où justement, plutôt la question du temps et disons de cette sensualité entre les corps qui s'étreignent un petit peu et qui communiquent sans trop y arriver. J'aime assez au tout début du film lorsque l'un des personnages cherche dans sa valise et retrouve donc ces différents vêtements et sa montre. Et il y a ce dialogue qui me semble assez fort où le personnage dit j'aimerais bien la revendre pour essayer de... Enfin la troquer. Donc l'autre personnage qui est un des chefs lui dit mais oui mais de toute façon ici une montre ça n'a plus aucune valeur, enfin ça n'a plus aucun intérêt d'en avoir une ici. Et donc ce que j'aime assez bien c'est justement cette idée de l'éclatement du temps qui pouvait se ressentir aussi dans L'Homme sans nom avec les saisons qui arrivent un petit peu dans le désordre. Ici d'un plan à l'autre on peut avoir un plan extérieur où il y a de la neige sur le sol, à un plan suivant où justement il fait assez beau, il semble faire chaud. Donc j'aime assez ce temps qui est complètement explosé entre les personnages et où on passe d'un personnage qui est bien vivant, qui mange et qui ensuite est retrouvé mort. Ça se prolonge aussi à mon sens dans le fait que justement les personnages sont laissés dans un tel état de survivance que ils ne savent pas eux-mêmes combien de temps ils vont tenir. Et cette question du temps, c'est aussi ce qui fait dire à l'un des... C'est pas toujours le cas. Il y a aussi la préscience de la mort. Ouais. Je me souviens avec justement celui qui est considéré comme sage parce que c'est le professeur, il était respecté, etc. Mais vas-y, je ne voulais pas te couper. Non, mais c'est bien que tu... justement, j'essaie de... Non, mais c'était la question du temps, effectivement. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir, cette incertitude-là. Bon, je m'excuse pour ça, je vais retrouver. Et pour t'avoir saboté. Et puis, mais tu peux me rendre l'appareil après mon tour. C'est-à-dire que voilà, il y a une chose que je n'ai pas dit sur le tournage et qui est à mon avis très importante, c'est justement, voilà, je disais la question des acteurs, ils viennent de la télévision. Par exemple, il y a la scène du début où celle qui est la plus parlée, où vraiment les personnages doivent jouer. Et il disait, celle-là, on a dû la faire à la fin du tournage parce que le jeu des acteurs, il disait catastrophique parce que c'est le jeu traditionnel chinois, enfin de télé. Et il dit, voilà, c'est hyper, pour nous, à notre oreille, c'est hyper exagéré, c'est totalement hyperbolique, extravagant. Et voilà, il est très dur, Wang Bing, quand il parle de ses acteurs. Il dit, ils sentent absolument pas le cinéma, il n'y a aucun réalisme, ils sentent pas leur rôle, ils comprennent rien au personnage, vraiment il est très très dur. Et donc il disait, il y a notamment ce personnage de la femme, c'est-à-dire que dans la critique aussi, dans la réception qu'il y a eu le film, il y a eu Wang Bing s'essaye à la fiction et c'est plus ou moins réussi, notamment le jeu d'acteur est aléatoire, pas terrible. Et je pense qu'effectivement c'est tout à fait recevable, c'est en partie vrai. Nicolas Truffinet notamment dans Chronique Art dit ça, et c'est pas quelqu'un qui dit des bêtises. Voilà. Donc, il disait, voilà, il dit, il a fallu les faire travailler énormément pour arriver à quelque chose qui soit plus sobre, plus cadré, pas dans le hurlement. Et justement, peut-être que dans le film, le personnage féminin, qui est à mon avis la seule héroïne avec une féminine du personnage de Wang Bing, parce qu'elle a un rôle déterminant. Je veux dire, à partir du moment où elle arrive, là, le film change radicalement, et puis elle va faire des choses que ne fait pas le monde des hommes. Elle va relier les deux espaces au prix de l'outrage, évidemment au prix d'une horreur sans nom. Mais voilà, il dit, voilà, j'ai dû la faire travailler énormément pour la calmer. Et donc, on se demande effectivement ce que ça devait être au tout début, parce que, bon, là, voilà, elle est quand même dans une logique drama assez enfin, voilà, dans l'hurlement, dans le pathos le plus total. Mais à mon avis, c'est intéressant parce que justement, il y a un vrai contraste entre la composition des autres et puis ce que fait elle. Et puis effectivement, il y a une vraie vérité par rapport à ce qu'il joue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le film navigue entre
pour reprendre des formes un peu trop canassées, un peu bidon, même peut-être le naturalisme cru, espèce de presque film d'horreur, hein, tellement il y a des choses macabres et quasiment insoutenables, et le documentaire pur, à partir du moment où ça veut dire quelque chose, et à partir du moment où on arrive, là c'est clairement l'avènement du mélodrame, du drame, avec elle qui arrive, qui demande où est son mari, et puis l'autre, voilà, c'est-à-dire que là, la grotte se pétrifie encore plus, l'autre se cache, il est incapable de lui dire, là c'est vraiment la difficulté de prononcer un mot, je parlais de ça tout à l'heure, mais là c'est la difficulté d'assumer la mort, d'en parler, de l'annoncer, la difficulté de faire le lien entre l'ici et l'ailleurs, à savoir ce lieu-là d'exclusion et le lieu de la Chine dont elle vient. Donc là il y a quelque chose d'irréconciliable qui passe par ce côté figé, cette paralysie totale, et ce hurlement. Effectivement, c'est-à-dire qu'on ne pense pas assez à nos spectateurs, et à se dire qu'effectivement, si vous avez des interventions, des questions, des commentaires ou de remarques, n'hésitez pas. Par exemple, je sais, Lucas, que tu m'as dit avoir vu le film une fois, et qu'il y avait ce passage. Et quand je parlais d'héroïne et de bouleversement, il y a ce passage. En gros, je prête pas à mes spectateurs la parole, je les instrumentalise pour continuer à parler. Ce qui est très vicieux, vous admettrez. Tu parlais de ce moment où elle sort, effectivement. Et c'est le seul moment. Elle passe du dedans au dehors, et il y a ce très beau passage. C'est un grand film de passage. Là, il y a un très beau passage comme ça, où on passe du dedans au dehors. Et tu disais que ça t'avait marqué. C'est vrai que cinématographiquement, c'est très fort. Donc je sais pas si... Oui, parce que aussi... Voilà, voilà, je te l'ai volé. Très bien. Arthur, à qui je ne vole aucune intervention, c'est bien connu. Mais je pense à ce point-là parce que justement, je sais pas si c'est la poussière, si c'est... je crois qu'elle a été faite, mais on a l'impression qu'en fait, à ce moment-là, il l'a filmé en pellicule, ce plan. Parce qu'en fait, il y a des grains et tout sur l'image qui font pas numérique en fait. Et même dans la manière dont la tempête, le rendu est très trouble et tout, enfin vis-à-vis de ça, on a l'impression que ce plan-là, spécifiquement, est tourné avec une pellicule et pas en numérique. En fait. C'est intéressant. Je sais pas du tout si c'est... Non, je sais pas. Mais à un moment dans les... C'est étrange parce qu'en tout cas, ça donne cette impression-là en fait. Ouais. Et ça singularise encore plus ce plan-là. À un moment dans les entretiens, il parlait de quand même qu'il filmait parfois avec une caméra HDV. Donc je sais pas, il variait peut-être les. C'est vrai que puis après là, effectivement, je pense que c'est important que tu aies perçu ça. Après que c'est une vérité ou non, bon, moi ça me paraît accessoire après tout, mais en tout cas il y a un truc avec ce filmage en numérique, c'est qu'effectivement c'est tellement volatile que ça change tellement, il y a tel un type de caméra que de la manière de ce qu'on filme et selon le projet qu'on a et de la manière dont on veut filmer et du type de caméra qu'on utilise, effectivement ça peut être plus ou moins rugueux, il peut avoir plus ou moins l'intention de poids, de matérialité. Et là, effectivement, il y a ce côté-là, il y a ce plan que j'adore avant qu'elle sorte, c'est que là, il y a toute cette poussière-là. Voilà. Donc évidemment, la poussière, le devenir mort, mais là, il y a quelque chose qui a à voir avec la mort, mais qui n'est pas morbide, hein, qui est très sorte de figure de consolation. Et Wang Bing joue beaucoup avec cette lumière, hein, c'est-à-dire que, par exemple, il y a cette lumière très crue qui vient, comme ça, qui vient par la fenêtre en ligne droite oblique, et on a l'impression qu'effectivement elle désigne la mort à venir, elle cible les corps qui dorment et dont on ne sait pas finalement s'ils dorment toujours ou s'ils sont déjà passés de l'autre côté, et elle est aussi utilisée quand il y a cette couverture
qui sert de linceul. C'est ça aussi, hein, une espèce de transition, d'absence de transition entre le coucher, la mort, le sommeil et la mort. C'est-à-dire que voilà, c'est cette couverture qu'on peut considérer comme un refuge, un foyer, quelque chose de confortable, un dernier d'abri, en même temps c'est le linceul, quoi. C'est que là le travail industriel quelque part il continue, hein. On empaque, on expédie. Et j'aimerais nuancer un peu parce qu'en fait, je trouve quand même que le film c'est quand même un des films de Wang Bing qui est quand même le plus sombre. Oui, par rapport à déjà ses thèmes, la façon dont c'est fait. Et justement, quand tu parles de la couverture comme un espace, un abri, quelque chose d'accueillant, moi, c'est personnel, je ressens quand même. Donc je force les choses un peu. Beaucoup moins ça pour que pas, par exemple pour pas être dans l'évidence, tu vois. Dans La Folie, où là vraiment il y a cette impression d'osmose entre les personnages qui se retrouvent uniquement là-dedans. Alors ici quand même il y a quelque chose quand même de très morbide. Tout comme par exemple la scène où les deux personnages échangent ces ingrédients que l'un a vomi. Par exemple, parce que je trouve ça intéressant l'idée que justement voilà, ça se transmet même dans la forme la plus choquante. Et par exemple cette scène je la rapproche un peu de L'Homme sans nom, où justement le personnage vit quand même dans des conditions assez très sales, mais en même temps où toutes les scènes de cuisine peuvent paraître disons poétiques, belles, où tous les ingrédients ressortent, alors que là tous les ingrédients sont disons comme la poussière, extrêmement broyés, détruits, où on n'arrive plus à déceler les formes, où j'ai l'impression que tout le film est quand même dans une sorte de poussière, de broyage. Ça m'intéresserait que tu définisses un peu plus quand tu dis le film le plus sombre. Ouais. Parce qu'on est d'accord que Fang Ming, c'est pas une comédie non plus. Non, mais bien sûr. Je trouve ça intéressant. Je voudrais t'entendre un peu plus là-dessus. Ouais. Je sais pas, dans le sens où... déjà, le fait que le thème, le fait de recréer, disons, cette histoire de camp, longtemps après, il y a un certain décalage. C'est vrai dans Fang Ming aussi. Enfin, c'est vrai dans Fang Ming, mais dans Fang Ming, il y a... je sais plus où je dis ça. Dans Fang Ming, disons, c'est la femme qui raconte. C'est-à-dire elle a quand même une capacité... Enfin, elle réinvestit sa propre histoire et elle en crée, disons, une richesse qu'elle redit par les mots. Et donc Wang Bing, dans le livre d'entretien, dit que comme l'homme sans nom a sa capacité à travailler à l'agriculture, elle a la capacité, il dit c'est une intellectuelle qui a la capacité de, par les mots, de nous retranscrire les choses. Alors que là, j'ai quand même l'impression que tous ces personnages sont, à chaque fois on leur enlève plus de leur peau, de leurs membres, ils se font manger les uns les autres. Et je trouve que même si dans les autres films c'est des conditions de vie qui sont extrêmes, j'ai l'impression quand même que dans celui-là, les personnages sont vraiment réduits le plus à un état de servitude, à un état de... Et en même temps, si on est un peu provoquant, et j'aime bien l'être, j'avoue, c'est que dans le cannibalisme, évidemment, il y a le degré accompli de la déshumanisation, de l'horreur, et en même temps, il y a ce que on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le chevauchement, l'embrassade, l'entremêlement entre les corps, ce qui existe chez Wang Bing, et ce qui existe dans ce film-là. Et tout à l'heure, voilà, ta langue a bien parlé. Je sais pas comment dire. Lorsque tu parles lorsque tu as dit qu'il y a un échange, c'est que c'est vraiment très belle cette scène. C'est cet homme qui arrive de nulle part, de la nuit. Il vomit et là il y a cet homme qui arrive d'un trou noir, et clairement on a l'impression que c'est un film d'horreur, c'est un monstre, c'est une espèce de limace, mais qu'effectivement le rejet, le déchet se transforme en une forme de don, et c'est aussi évidemment dans la survie, il s'agit toujours de trouver ce qui va faire fruit, ce qui va être positif. Vas-y, non, mais en fait, ce que je trouvais intéressant dans ta piste là, c'est que finalement, dans les films de Wang Bing, il s'agit quand même toujours de gens, de personnages qui finissent par se relever, enfin,
comme L'homme sans nom, ou même dans l'asile. C'est Wang Bing, quand il a affaire à des êtres qu'il filme comme ça, dans une relation qui est celle pour le dire vite, d'un documentaire, et quand même toujours du côté de la dignité, enfin de la enfin, les personnages se relèvent toujours. Et cette femme, comme tu dis, elle est assise, je crois, mais elle est assise, elle n'est pas dans la chute. Et il est quand même souvent question de chute dans les films de Wang Bing. Et j'ai l'impression qu'en fait, contrairement à ce film-là, que j'ai pas revu en entier, mais j'en ai vu des bouts et je me souviens, il y a quand même des gens qui ne peuvent pas se relever. C'est-à-dire on les transporte, on les force à s'asseoir. Et on les manipule, etc. Et que pour filmer ça, donc pour filmer ce qui est l'histoire, et pour filmer ces hommes qui chutent et qui ne se relèvent pas, enfin, peut-être qu'il a besoin de passer du côté de la fiction. Peut-être que ça, il peut le faire uniquement du côté de la fiction, parce que son rapport au sujet qu'il filme autrement, et tout ce qui peut être respectueux de l'approche de Wang Bing par rapport à ses personnages et à ses sujets, fait que à un moment donné, pour changer d'angle comme ça, il a besoin de passer du côté de la fiction. En ce sens-là, il serait plus sombre, le film. Alors après, moi, quand tu dis que par exemple dans les autres films de Wang Bing, c'est des personnages qui arrivent à se relever, je suis pas tout à fait d'accord, parce que par exemple dans L'homme sans nom, je pense qu'il justement, mais même dans tous ces films, j'ai l'impression qu'il essaye de, par l'intermédiaire du temps qu'il passe avec eux, de déceler justement toute l'humanité qui est dans ces personnages. Oui, puis le trou n'est pas forcément un mouroir. Voilà, ouais. Alors qu'ici, puisqu'on est dans la fiction et puisque les personnages ne sont pas incarnés par ceux qu'ils jouent, pour la plupart, enfin il y a quand même une certaine distance, je pense que c'est beaucoup plus difficile, même si à nombreuses reprises, les personnages sont filmés en gros plan, où il y a une mise en scène très marquée, où il y aurait moyen de s'identifier peut-être plus qu'ailleurs. Mais justement, je sais pas, il y a quelque chose de plus trouble, de moins plus difficile. Tu as parfaitement le droit de pas être d'accord avec moi. Non, mais ouais. La dernière fois que tu interviens à Café des Images. Voilà, c'est comme ça ici. C'est pour ça que je n'osais pas. Et donc oui, effectivement, et ce qui est intéressant pour parler d'In Feng-ming, donc du coup, je n'ai pas raconté cette anecdote, même si tout à l'heure j'ai fait comprendre, j'ai introduit le fait que c'était pendant le tournage de ce film-là, que du coup, Feng-ming, voilà, ça a pu être un film possible. Et donc, ce qui est effectivement très intéressant, c'est que là, il filme des gens, tous les survivants qui ont permis à la fiction de se faire. Enfin voilà, on va juste faire la différence entre gens qui ne sont pas des intellectuels, et voilà, In Feng-ming était la seule intellectuelle. Et donc effectivement, là elle, dans le film d'In Feng-ming, voilà, il y a cette histoire de la nuit, elle parle pendant la nuit, hein, et Wang Bing retarde longtemps le moment où il va lui demander d'allumer la lumière, voilà, contre toute convention cinématographique, hein, parce qu'on est vraiment dans la pénombre quand elle continue à parler. Et donc clairement, voilà, c'est la question de la nuit, de l'histoire, de elle qui remonte, qui redescend plutôt, voilà, dans ses tourments, dans le récit il est beaucoup question de nuits qui ont été particulièrement horribles, particulièrement décisives, et notamment celle où elle a fait en sorte, un peu comme la femme là, de retrouver son mari et qu'elle a compris que malheureusement il serait mort. Donc voilà, In Feng-ming, c'est la parole qui va au-delà de la nuit, qui va dans la nuit et qui s'extrait de la nuit. Je vous en prie. Là, il y a une grande séance nocturne, celle de la fuite, là, du maître et de son élève, enfin, avec une belle transmission là aussi, bon, mais qui échoue, ou qui réussit, mais dans la nuit, enfin, sur un noir, quoi. La lumière est très étonnante là, à ce moment-là. Voilà. Parce que c'est blafard, on dirait une espèce de scène de science-fiction avec le bas qui est bizarrement trop surexposé, bizarrement trop blanc. Mais je pense que c'est parce que là c'est en numérique cette fois. Oui, là il a dû vraiment avec
éclairage, contrasté. Et effectivement, voilà, quand vous parlez de scène de transmission, enfin, tout le monde l'a vu évidemment, mais c'est que politiquement, c'est un sens, parce qu'au début, on peut dire que le maître assoit sa hiérarchie, dit si je suis toujours ton maître. C'est très long en fait. Écoute, cette voilà, transmission. Voilà, c'est ça. Et transmission par la marche, voilà, ce qui est important chez le monde, tout se fait par la marche. Et puis à la fin, c'est le disciple qui dit écoutez votre disciple. Donc là, politiquement, évidemment, il y a une égalité qui est très belle. Et puis voilà, dans la mort, il y a toujours moyen de trouver une dignité. C'est-à-dire que là l'homme, le vieil homme va mourir, et puis il lui dit, il lui met le manteau, et il lui dit oui, mais il faut pas que vous, voilà, il va pas mourir de froid. Au moins, il ne mourra pas de froid. Voilà. Et lui, effectivement, voilà, qui est une figure au devenir totalement hypothétique par cette nuit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nuit, hein, voilà, c'est toute l'ambiguïté de cet espace qui est majestueux, ouvert, mais en fait qui ne mène peut-être nulle part et qui est aussi évidemment particulièrement clos. Et ce qui est marrant, parce que tu lances la piste de politique, mais ce qui est assez marrant, c'est que justement c'est tous ces gens qui sont accusés de droitisme se retrouvent dans une situation telle qu'ils sont les plus communistes finalement de la Chine, finalement, à vivre comme ça les uns sur les autres, à tout partager, à mettre en commun tout. La fameuse question de l'égalité devant la mort. Voilà, exactement. Tous la même chose, quoi, la couverture et ce statut sous la terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on est dans le lieu de l'exclusion, il n'y a pas le droit de parler, à un moment, voilà, c'est-à-dire que là, le pouvoir est pris à son propre jeu, enfin, un jeu macabre, c'est-à-dire qu'il veut quand même voilà, comme tout pouvoir, il veut des travailleurs, il veut des gens qui sont en forme, qui travaillent. Et là du coup, le socialisme est tellement un échec total que c'est plus possible, c'est la famille. Donc il y a cette espèce de truc absurde, hein, où la nuit, un personnage, il dit, oui, mais les gens meurent la nuit, donc il faut les empêcher de dormir, il faut qu'ils parlent. Et donc là, tout le monde se met assis, ce qui donne lieu à une très très belle scène où il y a cette évocation multiple et du coup collective des souvenirs d'aimer. Donc là, l'espace clos de la caverne se charge d'odeurs, voilà, de saveurs. Voilà, tout de suite, là aussi, il y a une espèce de consolation qui arrive. Et le récit est continué. Hein, c'est pas une anecdote séparée d'une autre. C'est une anecdote qui est continuée par un autre. Et voilà. Et là, il y a un vrai effet il y a un vrai effet de chaîne. Voilà. Et à ce moment-là, ça déborde la question de la nourriture. Et on reparle de politique. On reparle de politique parce que du coup, là c'est là où c'est tous les mêmes. À un moment, il y a la singularité qui revient. Parce que là aussi, la question, c'est comment il peut y avoir de la singularité quand on a tous la couleur de la terre, quand on est dans les mêmes conditions affreuses, quand on est en train de se fondre avec le sol, de disparaître avec le sol tellement on est en bas, on est couché, on est aplati. Et avec cet homme, voilà, qui malgré qu'il soit dans la même punition que les autres, dit moi j'ai été à tort parce que moi vous êtes effectivement des traites et moi non, moi ça a été une manipulation, je soutiens le pouvoir. Donc là c'est intéressant qu'au lieu même du reniement, il y a une parole politique qui est, voilà, on peut dire que c'est le propre du vivant. Voilà, il y a une bonne parole politique qui est à jour. Et ça serait la bonne parole politique contre la mauvaise parole politique, qui est celle des gens de pouvoir, là, évidemment, qui est absolument absurde, parce qu'elle est complètement détériorée. J'arrive pas avec ce mot, mais c'est pas grave. Merci, Yannick. C'est-à-dire, voilà la révolution socialiste, etc., voilà, qui est scandée. Et là, ça sonne dans le vide, quoi. Il n'y a plus aucun intérêt de parler de révolution socialiste. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la critique politique est d'autant plus fort. C'est-à-dire que les gens, même dans un état de dénuement, de soumission, de misère, finalement, malheureusement, il y a toujours l'aveuglement du slogan, de la propagande. Ouais. Ça c'est là où le film est très lucide sur le caractère désespérant des choses. Hein. C'est que souvent, même c'est tout le temps, hein, voilà, dans la gauche, il y a les idéalistes, et on n'arrête pas de se dire, bon, voilà, les gens, quand même, ils sont suffisamment objectivement dans la merde pour qu'à un moment, ils vont se révolter, mais bon, il se trouve que non. Voilà. Donc, il ne faut pas finir là-dessus, par contre. Non, je vais finir, j'ai envie de continuer sur la bouffe.
Mais risqué. Après. Non, mais pour rebondir, c'est assez beau justement que toutes les scènes où il est question de nourriture, où on voit les soupes qui sont servies, où les différents pensionnaires, prisonniers, se plaignent qu'on racle pas assez le fond, qu'il n'y ait pas assez de matière. C'est au moment justement où on réinvestit tout ça par la pensée et qu'on le met en mots, que justement ressurgit les odeurs, le plaisir et finalement qu'on a peut-être cette impression qu'ils mangent plus que lorsqu'ils cuisinent un rat ou qu'ils mangent les soupes qu'on leur sert. Et je trouvais ça... Alors c'est amusant parce que je voulais parler de la question de l'animalité dans le film, et c'est parce que je suis un grand fan personnellement des textes de Camille Brunel, qu'il écrit chaque semaine. Bon là il a fait une pause, mais j'espère qu'il va revenir. Camille Brunel écrit dans le Café en Revue, qui est une magnifique revue, il faut lire tout. Il écrit des textes sur les animaux au cinéma. Mais à chaque film, même quand apparemment la question de l'animal est très anecdotique, il arrive de manière très intelligente à dire que voilà, il y a une politique de l'animal. Donc maintenant, il a déformé, dans le bon sens du terme, j'espère, même. Et dans mon regard, et à chaque film, je me pose ces questions-là. Et là, donc, si on fait le chapitre brunélien de l'analyse, voilà, il y a cette question de l'animal qui vient très vite parce que au début il y a ces gens du pouvoir qui essaient de relever ce type qui est à bout de souffle et tu me dis oui voilà tu joues au chien mort, donc voilà cette idée que oui voilà au chien fou je sais plus voilà enfin voilà cette idée que le chien serait enfin voilà le degré inférieur, voilà. Classiquement, l'animal est inférieur à l'homme, etc. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que Wang Bing, après, dans la manière dont il est filmé, dans la manière dont un personnage va avoir l'air de ramper, d'être un ver de terre ou une limace, là au contraire, elle nous dit qu'il y a du vivant, il y a une puissance d'innovation dans le déplacement, une puissance de survie. Hein, on est très étonné d'un espace qu'on croit clos et puis à un moment on voit arriver un corps comme à la fin. Et ce sage voilà, qui est connu pour être un savant et qui est connu d'ailleurs justement pour avoir inventé une charrette qui ménage les ânes, c'est ça, hein, c'est les ânes, voilà. Et là justement lui aussi il sait en ayant l'air d'un animal pouvoir peut-être s'échapper de cet enfer, même s'il a les yeux plus gros que le ventre, à l'évidence. Donc voilà, donc il y a le ver de terre, il y a le chien, et puis il y a le voilà, mais oui, il y a la rat, c'est très important parce qu'évidemment voilà, Wang Bing, c'est celui-là qui s'intéresse à ce qui gît au sol, ce qui est tout petit. Et là, le rat se faufile, comme pas mal de personnages du film. Et évidemment, c'est très cruel parce qu'on a l'impression que ce rat, il vit sa vie et puis schlac, il reçoit un piège sur lui et il va servir de nourriture. Ce qui me vient à parler évidemment de la question du manger et pas seulement manger l'animal. Je vais arrêter d'être brunélien, il fait ça 10 fois mieux que moi. C'est qu'effectivement, de même que le sommeil, l'aliment, le fait de se nourrir dans le film, voilà, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est à double tranchant parce que voilà, on peut se ressourcer, mais on peut aussi s'empoisonner et mourir. Hein. Voilà, il y a cet homme qui veut pas, qui interdit l'autre qui mange ses graines. Il dit non, mange pas ça, tu vas t'empoisonner, il va mourir trop vite, ce qui évidemment n'est pas bon. Et il y a ce passage très beau, et justement les questions de passage, de faire sentir la matérialité du corps, la survie par le corps, où cet homme va manger ce qui est manifestement une espèce de mélange de soupe qu'il a confectionné avec ce rat. Et puis, voilà, on va sentir tout le passage du bout de lèvre à la bouche, passant par la trachée jusqu'à la fin. Il va s'allonger. Voilà, oui, voilà, rôter. C'est qu'en même temps, il y a l'ingestion, il y a la digestion, il y a une sorte de délectation, et puis en même temps qui se fait dans la douleur. Hein. Voilà, on sent les entrailles de ces corps souffrants. Mais c'est lui aussi qui meurt et qui le plan d'après se fait enfagoter, il me semble. Mais il y a une sorte, il y a une sorte de contamination constante, ouais. Tu vois, par l'intermédiaire de la nourriture, pas uniquement mais la nourriture et le rage. Il me semblait justement que ce personnage
meurt tout de suite après. Ouais. C'est-à-dire qu'il a son dernier repas. Oui, voilà, c'est quelque son chose dernier comme ça repas. aussi. Ouais. Donc il y a quelque chose d'immensément délicieux, et en même temps quelque chose qui finit de l'assécher définitivement. Voilà, bon, on a parlé de beaucoup de choses, on pourrait revenir sur d'autres scènes, après le temps avance, donc n'hésitez pas s'il y a encore quelques commentaires, remarques. Alex Taylor. Alex, Ouais. que je remercie d'être venu. Ouais. C'était pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure sur la politique et le pouvoir. Je ne connais pas très bien le cinéma de Wang Bing et j'ai raté votre présentation tout au début et je suis arrivé juste au début du film et Oh, c'était nul en même temps. Non, mais j'ai réussi à, je pense, à m'orienter dans le film. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, le manque de détails sur le contexte politique, Absolument. ça aurait pu se passer, je pense, dans n'importe quelle époque et dans n'importe quel pays. Et il n'y a rien dans les paysages qui nous indique, tu sais, dans quel pays c'est. Et je ne sais pas s'il y a un manque de détails sur la situation politique, si c'était un choix de son part Ouais. pour ne pas se créer de problèmes au niveau de la censure, ou si c'était plutôt pour rendre cette histoire plus universelle. Moi, je pense que justement, tu as complètement raison. Le fait que justement ils choisissent un lieu qui soit proche des conditions historiques, mais aussi le fait qu'il n'y ait rien et qu'ils puissent réinventer tout et faire que ça soit une fable qui puisse s'adapter à toutes les époques et qu'à la fin ils puissent dire à ceux qui ont souffert, mais à ceux qui souffrent encore. Je pense que c'est complètement dans ce sens. Au début du film, en fait, tu as peut-être raté, mais il y a des panneaux qui disent, qui replacent octobre 1960 dans tel camp. Mais Et après, ça, c'est effectivement ce que construit Wang Bing. Voilà. Mais par contre, la vérité factuelle, c'est effectivement, c'est la première fois avec ces deux films de Wang Bing que cette partie, ce tragique épisode de l'histoire est montré. Et donc, en lisant un peu les préparatifs justement sur le projet, justement, c'est très important de dire que Wang Bing a tout fait pour avoir des témoignages, et ça a été très difficile parce que les gens ne parlent pas, pour des raisons diverses. C'est pas dans les livres d'histoire encore. C'est pas dans les livres d'histoire, donc c'est une page, c'est vraiment un trou noir. Je parlais de trou noir dans le film, mais c'est vraiment un trou noir. Et c'est-à-dire que lui, ce qui l'a beaucoup aidé, il a trouvé quelqu'un qui lui a donné 2 ou 3 photos et quelques lettres. Et ça, il disait, ouais, ça c'est génial quoi d'avoir trouvé ça. Donc La citation d'une lettre, d'ailleurs, on entend son écriture. Ouais, passage Et je absolument crois que c'est magnifique. cette lettre, hein. Sans- C'est une des lettres. Sans doute. Passage Très très lente. vraiment magnifique. Ouais. Avec la question de la dernière parole qui effectivement... et là, il y a Wang Bing qui fait une plongée. On sent, voilà, c'est celui qui recueille la dernière parole, alors que cette parole-là est presque évanouie dans ses larmes, dans son souffle. Et donc cette parole-là qui est faible, qui est faite allongée, qui est faite à bout de souffle, finalement, elle a vocation à avoir un grand pouvoir d'amplitude, parce que par l'écrit, qui est fait aussi de sécheresse, la sécheresse, la terre dans le film, et d'humidité, l'humidité, les larmes dans le film, et qui est voué évidemment à partir loin et à témoigner très très loin dans l'espace et dans le temps pour ceux qui ont souffert, sont tombés, comme c'est écrit dans le dernier panneau du film. Et d'ailleurs, voilà, on parlait du fait que le cinéma de Wang Bing, c'était un cinéma de couvrement et de découvrement, si je peux dire. C'est qu'à la fin, il y a ces moments très beaux où ceux qui restent, Wang Bing, voilà, c'est une espèce de... Il se met bien sûr sous la couverture, voilà, et Wang Bing fait ce fondu. Et là, clairement, voilà, il y a cette logique de celui qui veille sur ses personnages et qui va les couvrir, qui en prend soin. Alors que là, comme le type qui disparaît au loin du plan, il disparaît dans la nuit avec une destinée inconnue et peut-être funeste.
mesdames, messieurs. On va terminer là-dessus, peut-être. Ouais, voilà, voilà. Non, mais c'était bien, c'était remarquable. Je vous remercie. Antoine et Thomas, on aura l'occasion, j'espère, je pense, de vous retrouver pour d'autres présentations, discussions sur d'autres films. Voilà. Merci, Merci à vous. Merci à Nicolas Victoire d'avoir filmé la retranscription télévisuelle.